Je m'appelle donc Thomas King. Je suis coordonnatrice pour Global Alliance et je vais donc animer ce webinaire. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais juste euh, euh, partager l'introduction. Euh, nous avons été dans d'autres régions, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Europe, et nos membres représentent des centaines d'organisations dans le monde. Nous croyons que toutes les résolutions et des systèmes fiscaux dans le monde ont un effet sur tous ceux qui se trouvent dans toutes ces régions. Donc, nous allons essayer de trouver euh, des égalités entre les différents pays et puis voir les services essentiels et le respect des droits de l'homme. Et cela va de main en main dans nos régions et nous espérons que les participants de ces régions seront avec nous aujourd'hui, que nous pourrons voir ensemble le plaidoyer et la campagne partout dans le monde parce que un système fiscal qui fonctionne est, est important pour nous tous. Euh, et nous avons tenu plusieurs forums et dans chaque événement, nous avons remarqué que le système fiscal est pour quelques personnes seulement et pas pour tous. Et nous avons donc essayé de voir comment des flux financiers pourraient financer l'éducation et d'autres euh, domaines. Donc, bref, les coopérations fiscales internationales restent une lacune dans la gouvernance mondiale du système fiscal. Le CDO a promu l'approche, euh, mais il y a quand même un problème au niveau du processus qui a été utilisé. Et comme vous le voyez, les multinationales sont exemptes de certaines obligations. Voilà pourquoi nous exigeons un système d'indemnisation. Et voilà donc pourquoi ce processus est là. Euh, le, Récemment, il y a le groupe d'Afrique qui a rejoint le groupe de l'ONU. La, la manifestation va au-delà de l'ONU et nous voulons garantir que nous tous puissions être capables de prévoir pour le monde des systèmes qui fonctionnent et nous croyons que cela est une opportunité qui nous permettra de revoir les règles pour tout le monde. Les négociations ont commencé à New York et continueront d'ici mi-2027. Comme nous apprendrons aujourd'hui de la part de nos panélistes, les négociations n'ont pas fait de pas en avant, mais nous comprenons que la réunion de Nairobi est très importante. Nous espérons que nous allons pouvoir commencer les vraies négociations avec des contenus qui pourront nous faire avancer. Bien que nous comprenions que c'est encore trop tôt et qu'il n'y a pas encore d'accord à travers les négociations, mais nous croyons que cela devrait nous aider à avancer. Espérons qu'à travers la réunion d'aujourd'hui, nous allons voir ce que sera le résultat de cette réunion. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans la messagerie. Nous allons les recueillir pour la conversation.
Et c'est mon plaisir maintenant d'intervenir, l'intervenant principal de nous donner la perspective historique. Vous avez 50 minutes. Donc, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Thomas, pour cette introduction euh, dans laquelle vous avez dit ce que j'avais à dire. Ce que je vais essayer de faire, c'est de souligner euh, quelques je vais souligner les points de ce que nous attendons de la convention fiscale comme solution à la problématique existante. Donc, pourquoi donc la convention est propice? C'est parce que les, les normes actuelles sont demandées. Si vous regardez le calendrier, la plupart des règles ont été introduites par la Ligue des Nations dans le début des années 80, euh, sous la période de colonialisme. Et la façon dont les multinationales et les sociétés organisaient leurs affaires était tout à fait différente de ce qui existe aujourd'hui à travers les deux points que nous avons remarqués pendant les deux dernières décennies qui n'ont pas montré les changements politiques, par exemple. Donc, nous croyons que le moment est propice pour le changement. Deuxième chose, la formulation des règles fiscales mondiales n'avait pas euh, intégré le Sud euh, parce que l'OCDE a pris le leadership pour la formulation des normes et la mise en place des règles qui a exclu euh, d'autres pays dans le monde actuel. Voilà donc pourquoi nous faisons appel à une coopération fiscale internationale. Les, les règles représentent un inconvénient pour la, le Sud et ils sont donc obligés de suivre leurs propres règles. La plupart des règles et des normes sont basées sur les résidents, c'est-à-dire les pays dans le Sud qui sont souvent la source du paradis fiscal. Et euh, comme résultat, il y a des inégalités au niveau mondial qui obligent les pays en voie de développement à mobiliser leurs ressources pour le développement. Le point retenu par l'OCDE a un rôle central dans la mise en place des règles, bien que l'ONU a pris le rôle de la Ligue des Nations euh, qui, à travers l'initiative de cadre inclusif de l'OCDE, qui a essayé de répondre et maintenir le processus de la mise en place des règles. Voilà donc l'une des questions ou problèmes mondiaux qu'on ne peut pas résoudre. Voilà donc pourquoi la mise en place des règles et la mise en place des normes
devrait s'écarter de l'OCDE et revenir aux Nations Unies. Et puis, il y a aussi le rapport promis par l'OCDE pour bénéficier les pays du Sud. Euh, Cela comprend des solutions qui ne s'adressent pas directement aux inégalités du système fiscal mondial et qui ne abordent pas la question des inégalités fiscales pour les pays du Sud. Et il y a également le problème de mise en œuvre qui manque même parmi les pays des membres, les pays membres de l'OCDE. Euh, la question de la préservation des, pour vous donner un exemple de propagande euh, qui a la portée couvre seulement 100 sociétés multinationales et donc montre seulement et un partage de seulement 10% de la norme internationale et qui montre qu'il n'y a pas de changement au niveau du système fiscal. La deuxième partie, qu'est-ce que nous voulons? Donc, gagner du processus. Euh, il y a d'abord un cadre cadre fiscal international. Il y a ensuite un cadre d'égalité du système fiscal et puis le fait qu'un pays ne devrait pas éroder le système fiscal d'un autre pays. Et puis, il y a également le cas des multinationales et le rôle des pays qui ont besoin des ressources pour le développement. Il y a la question il y a le besoin d'une convention qui pourrait assurer l'égalité fiscale et justice. Nous espérons aussi que cette convention pourra établir la transparence dans les systèmes fiscaux et systèmes fiscaux. Et puis aussi un système euh, de, de le système fiscal mondial et puis euh, un système qui pourrait permettre tous les pays d'avoir le même voie dans la mise en place des normes internationales fiscales. Et cela réglerait le problème d'inégalité et renforcer la justice pour où tous les pays, les perspectives de tous les pays sont respectées et puis aussi la mise en place des règles fiscales mondiales qui pourraient aussi mener à la mise en place des règles mondiales qui pourraient résoudre le problème de l'évasion fiscale et harmoniser les normes de transparence des, des pays et assurer la la, bénéfice des bénéfices fiscaux. La Convention devrait aussi prévenir et protéger les revenus pour le développement social économique. Même si ce n'est pas le rôle de la Convention de formuler les niveaux les règles au niveau domestique, dans le contexte international, cela pourrait promouvoir les systèmes fiscaux et améliorer l'environnement international
pour soutenir les différents systèmes fiscaux, surtout euh, au niveau de la mise en œuvre des systèmes internationaux sans pression. Les, les pays pourraient aligner leur politique fiscale et réduire l'inégalité et mobiliser les ressources disponibles pour promouvoir la justice sociale. Ensuite, une convention pourrait mettre en place un système et permettre des accords. Cette convention pourrait aussi mettre en place un cadre pour le développement durable et, et devrait donc euh, promouvoir d'autres accords de l'ONU sur l'égalité de genre, la, l'agenda mondial et de transformer cela en un outil de développement social et la mise en place d'une économie mondiale stable. La Convention de l'ONU, Convention fiscale de l'ONU, pourrait aussi aider les pays du Sud à déterminer leur politique sociale. L'autonomie pourrait être donnée aux pays du Sud qui ont leur propre plan et forme de développement et pourrait leur permettre de mobiliser leurs propres ressources économiques pour promouvoir le développement dans leurs économies. Cela pourrait les aider aussi à investir dans la protection sociale, les services publics et les priorités de développement. Ils pourraient aussi euh, faire des choix plutôt que d'être conditionnés par l'MFI et la Banque mondiale. Voilà donc une introduction au débat euh, que nous pouvons avoir. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, vous nous avez donné l'opportunité de passer maintenant à la discussion euh, très bien. Et maintenant, permettez-moi de présenter nos panélistes. Nous avons Tova, qui est membre du comité de coordination, Eveline Mwendo, euh, Lison Rebinda, euh, et, et puis nous avons Moreno, qui est aussi membre de l'Amérique latine et membre du comité de coordination de Global Alliance. Donc, je vais donner la parole à nos panélistes. Si vous avez des questions, veuillez les envoyer vers la messagerie. Donc, Thomas, je vais commencer par vous-même. Donc, concernant la convention est peut-être le texte le plus important dans le processus et qui feront l'objet de discussions pendant la première semaine de Nairobi. Est-ce que vous pouvez partager votre analyse de ce texte? Qu'est-ce que nous devons attendre de la réunion de Nairobi? Et d'après vous, quelles seraient les demandes des négociations de cette convention? Merci. Merci pour l'organisation de cette réunion et merci à tous euh, de nous avoir rejoints. Donc, en ce qui concerne les négociations, la première chose est sur la convention elle-même. Et d'une des choses que nous avons remarquées dans ce processus, c'est que
Nous avons terminé l'année dernière. C'était un mandat vraiment exigeant et cet objectif est très ambitieux. Il y a euh, le travail de pouvoir établir un système pour le développement durable. Il y a deux composantes. Il y a donc la question fiscale, mais aussi il y a la question de développement durable. Nous devons mesurer euh, pour savoir comment on avance et nous devons aussi euh, rendre nos gouvernements responsables. Et ce que nous attendons de la réunion de Nairobi, c'est un peu tôt. Il s'agit d'une révolution, ce qui s'est passé pour avoir des négociations transparentes où tous les gouvernements seront là, sauf les États-Unis, et tout le monde aura donc l'occasion de discuter de cette question ensemble. Et c'est clair que c'est une chose nouvelle. Les pays retrouvent leur position, mais une des choses qui réunit tout le monde, c'est la, la, la- le fait que c'est quelque chose qui a un impact sur les gens, sur la planète. Il y a un problème collectif ici, mais il y a aussi le mandat sur lequel il faut délibérer. Et puis, euh, deuxième chose, c'est que nous avons maintenant un projet de texte qui vient très tôt dans le processus et c'est bien que nous avons un texte. C'est la troisième session, mais ils ont tenu deux sessions déjà à New York, mais c'est la deuxième fois qu'ils se retrouvent. Et donc, peut-être c'est encore trop tôt dans cette expérience. Et ceci est clair d'après le projet de texte, parce que ce projet est presque vide, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ambition et puis il n'y a rien de développement durable. Le paragraphe, par exemple, n'a rien de ce qui a été emprunté du mandat. Et puis la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution multilatérale. Et ce que cet organe peut faire, voir les solutions d'après les gouvernements. Mais si on regarde les solutions proposées, euh, on peut voir que ce langage est vague. Il n'y a pas de mécanisme international pour appuyer cet échange. Et donc, pendant plus d'une décennie, nous avons eu des échanges d'informations facilités par les accords. Et pourtant, l'un des problèmes que nous avons, c'est que les pays en voie de développement n'ont pas eu accès à ces solutions. Et donc, cela ne fonctionne pas pour eux. Donc, à ce niveau-là, nous avons un échange automatique d'informations, mais nous devons arriver à un point où les pays sont égaux et pourraient bénéficier au même niveau. Donc, ce texte est encore très loin de son résultat final. Donc, ce qui devrait se passer à Nairobi, c'est que les États membres devraient respecter leur mandat. Et une des raisons importantes, c'est que le processus devrait être géré par les États membres. Ce sont les gouvernements qui devraient proposer leurs solutions. Ce sont les gouvernements qui devraient se retrouver pour négocier. Et parce que nous sortons d'une période où il y a eu des réunions sur Zoom. Ce sont des réunions à huis clos. Nous n'avons pas été invités, mais le processus de l'ONU ne peut pas
se faire sur Zoom et nous devons voir une situation où on n'est pas resté au début des négociations. Donc, il faudrait se retrouver ensemble pour écouter les uns des autres. Et je pense que si on regarde la position de la société civile, c'est peut-être euh, la plus claire. Il y a le système fiscal. Il faut qu'on voit la question d'imposition égale et il faut aussi voir les nouveaux compagnies fiscales. Il faut aussi que le public voit bien les taxes payées par les multinationales et puis aussi au niveau des individus. euh, il faut voir donc l'imposition sur les revenus des plus riches du monde et puis euh, et aussi les, les sociétés. Et nous avons quelques solutions qui ont été proposées, par exemple, explorer la question de, question d'imposition euh, et différents systèmes d'imposition. Donc, voilà ce qu'on attend de la réunion de Nairobi. Il y a beaucoup on s'attend à beaucoup de propositions, et, mais cette réunion sera cruciale pour que les gouvernements puissent proposer des solutions, des propositions, et nous aussi, nous aurons nos propositions à faire. On essaiera de voir l'engagement de tous les pays parce que c'est ce qui nous donnera des solutions multinationales et nous allons voir si ils peuvent respecter leur mandat. Merci, merci Tova. Et je vais maintenant donner la parole à, à Didi. Il y a à Ginny. Euh, donc, il y a l'engagement euh, de ce processus qui devrait contribuer au développement durable. Je pense que nous sommes d'accord tous que c'est une question importante, les implications de ce processus. Euh, Ginny a été donc qu'est-ce qui est là pour le gendre dans cette convention, surtout avec les deux sessions entre Malem et Nairobi. Qu'est-ce qui est là concernant le climat et quelles sont nos demandes? Vous avez 5 minutes, s'il vous plaît, pour donner vos réponses. Merci, Thomas. Peut-être je vais reprendre certains points qui ont déjà été soulevés. Nous avons beaucoup d'attentes de la réunion de Nairobi malgré les défis que nous avons remarqués. La convention future de l'ONU devrait être un instrument qui permet les gouvernements et qui autonomise le mouvement international pour réaliser les droits de l'homme. Donc, il devait être un instrument important euh, de- pour le rôle de cette convention, il faudrait aussi voir les abus fiscaux, voir comment trouver des ressources pour financer le développement et les services publics, par exemple la santé et l'éducation, pour réaliser l'égalité de genre. Et puis, il y a aussi la question de l'intégration des dimensions genre dans la Convention.
fiscale, la mise en place des normes pourra montrer comment cela devrait être. Et ce processus euh, de de la Convention fiscale de l'ONU nous rappelle de la grande opportunité et comment on faire fonctionner les impôts pour le monde. Il y a par exemple la, la, la fiscalité environnementale. Il y a les pratiques dans beaucoup de régions dans le monde. Et une autre, c'est de, d'avoir un principe, je crois, Tove a parlé de cela, euh, la proposition de la société civile qui propose une imposition et comment utiliser le revenu pour s'adresser à la question d'inégalité et financer les services publics. Il y a aussi la question de l'imposition sur les revenus des personnes les plus riches dans le monde. C'est un problème international, historique, qui se fait aux dépens de la planète et des gens ordinaires. Il faut donc penser à la question de justice et pour que les personnes les plus riches soient taxées et que les revenus recueillis puissent être utilisés pour régler le problème de changement climatique. Et puis, la question de la convention ne devrait pas être utilisée pour promouvoir l'inégalité. Par exemple, dans l'industrie euh, d'extraction et puis le renforcement, par exemple, de l'agenda de l'énergie. Euh, Permettez-moi de partager avec vous ce que nous, au Brésil et en Afrique du Sud, font en ce moment. Nous avons un événement qui lie Belém et Nairobi pour attirer l'attention à ce que nous appelons euh, le, le blanchiment de ce que nous appelons, euh, nous espérons que cela pourra régler le problème d'énergie et pourront être intégrés dans la Convention de l'ONU. Ça sera à l'Université de Para, Belém, et nous allons lier cela à, à 18h30 avec la réunion de Nairobi. Merci, merci Ginny pour cette perspective. Euh, Tout cela est tout à fait pertinent pour notre agenda. Je vais donc reprendre la question de spécificité et je donne la parole maintenant à Evelyne, ainsi que la convention. Nous voyons aussi la question de protocole. Vous êtes notre expert au protocole numéro 1, surtout en ce qui concerne les services transfrontaliers dans l'économie mondiale. Donc, si je ne me trompe pas, nous ne nous attendons pas à des négociations à Nairobi, mais plutôt une mise à jour des discussions qui ont déjà été tenues. Donc, quelle est votre perspective par rapport à ce protocole? Evelyne, merci. J'espère que vous m'entendez. Malheureusement, je suis obligée d'utiliser mon ordinateur pour participer. J'espère que vous m'entendez bien. Donc,
numéro un est important pour tous les pays parce que les services transfrontaliers euh, ont été euh, un domaine significatif pour le continent et, et particulièrement important pour le groupe africain et d'autres pays du Sud. Pour nous, ce qui est important, c'est que nous pouvons nous assurer que pour la première fois, nous pouvons négocier les taux de fiscalité et que nous pouvons aussi nous assurer, j'espère que vous m'entendez, et nous devons nous assurer aussi que nous sommes, je pense que quelqu'un essaye de m'appeler, et nous voulons nous assurer aussi que nous pouvons avoir une solution multilatérale inclusive envers l'imposition de l'économie numérique, surtout pilier numéro un. Donc, c'est très important d'essayer de, de trouver, euh, même si nous n'avons pas le soutien de l'ONU, que nous puissions mettre en place une coalition des pays du Sud, euh, des personnes qui pourraient arriver à une approche harmonisée euh, de, de, de fiscalité. Et donc, une autre chose que je trouve importante pour ce protocole, c'est de nous assurer que quelles que soient nos solutions, euh, elles seront en ligne avec les administrations fiscales que nous avons. Parce que le problème que nous avons eu avant, c'était de, 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 de trouver des, des solutions trop complexes à, à proposer pour les pays en voie de développement et qui euh, résultent en solutions difficiles à mettre en œuvre à cause des frais d'administration. Donc, c'est très important de, de voir des solutions, mais aussi des solutions qui sont faciles à mettre en œuvre, le protocole numéro un. Et puis l'autre point important, c'est que nous devons nous assurer que même les meilleures idées ne devraient pas être limitées à ce protocole, mais devraient plutôt être limitées euh, pourrait être transféré, si vous voulez, à la convention cadre. Par exemple, protocole numéro un, nous parlons des services intergroupes et nous essayons de voir euh, d'autres possibilités, les complexités que nous avons connues. Et l'une des solutions dont nous discutons, c'est une proposition d'avoir euh, un portionnement euh, similaire. Et je pense que cela aussi devrait être un point de discussion dans la convention. Mais euh, en plus de cela, je pense qu'il faudrait voir aussi l'administration fiscale pour le Sud. Et puis une autre solution, c'est de voir la possibilité, euh, la- la- l'imposition de l'économie numérique. Et je pense qu'il faudrait aussi donner la reconnaissance aux multinationaux. Cela a été déjà mis en œuvre par les pays développés. Et puis, pour ce protocole, il faudrait aussi assurer euh,
la fiscalité égale et qu'avec cette convention, nous allons pouvoir en discuter en tant que groupe. Et je dirais aussi, voilà, c'est ce que nous espérons du protocole numéro un, même si ces discussions auront lieu dans la session de février, mais nous espérons que tout ira bien, euh, même avec cette session de novembre. Merci, merci, Evaline. Donc, il y aura des questions, c'est sûr. Euh, Par exemple, quelle est l'étape suivante et beaucoup d'autres questions. Nous passons au protocole numéro 2 avec ma collègue Lison. Le deuxième protocole se concentre sur euh, et fera donc l'objet de discussion pendant la deuxième semaine à Nairobi. Où sont ces discussions sur ce protocole et qu'est-ce qu'on devrait s'attendre lors de la réunion de Nairobi? Vous avez 5 minutes. Merci, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, en ce qui concerne la prévention et résolution, nous devons ne pas oublier que ce protocole a été défini comme deuxième protocole à cause des pays du Nord. Et si nous pouvons voir le problème que nous avons, l'obstacle à la prévention et résolution se trouve dans le système fiscal. Et la question des litiges ne vient pas des mécanismes, mais du système fiscal lui-même. Le système des règles fiscales euh, donc, on suppose que les différentes subsidiaires pourraient être taxées comme ce sont des composantes indépendantes. Il y a d'autres problèmes, il y a des litiges, par exemple, où se trouvent les bénéfices et qui est chargé de l'imposition sur ces revenus. Et voilà pourquoi il y a des litiges. Et puis le système dépend des différentes pratiques fiscales et où on se trouve avec un système fragmenté. Donc, ce système mène à beaucoup de litiges euh, parce que cela empêche l'efficacité des systèmes fiscaux. Parce qu'au lieu de s'adresser aux problèmes, donc en tant que société civile, nous avons toujours voulu à régler le système en général au lieu d'essayer de gérer les conséquences. Par exemple, remplacer le système avec un système plus efficace. Et voilà pourquoi nous plaidons pour un système où les multinationaux, par exemple, seront traités comme une entité et seront taxés là où il y a des activités économiques. Si nous avons un tel système et si nous pouvons assurer la transparence, la remise de rapports, nous allons pouvoir éviter les litiges que nous avons. Ce qui se passe en ce moment, nous croyons que probité de la Convention est très importante et euh, un des engagements, par exemple, c'est l'imposition sur les multinationaux. Et là où, pour les discussions de Nairobi, vous l'avez dit, euh, une autre information a été partagée. Il y avait la question du problème et maintenant on essaie d'identifier les solutions.
mais ce qui est proposé reste le même parce que le système n'est pas facile à voir. Et puis des suggestions, le fait que le protocole devrait représenter l'optionnalité et les pays devraient être capables de mettre en œuvre. Il faudrait un cadre proposé pour améliorer certains processus comme la procédure d'accord mutuel et l'utilisation de la convention comme un outil optionnel. Et puis, parce qu'il y a certains points qui, à la fin, euh, ira vers un système fragmenté, alors que ça serait important d'avoir un système cohérent. Et puis, il y a la question de l'optionnalité qui est là pour promouvoir l'arbitrage, qui est très important pour certains pays, surtout du Sud. Euh, et il y a des expériences, par exemple, là où les investisseurs assurent l'arbitrage et qui pourraient euh, avoir un effet négatif sur la confiance du public. Donc, nous ne voulons pas que ce protocole promeut euh, la note d'information aussi montre l'importance du partage d'informations. Nous sommes d'accord que la transparence est une solution importante. Et, bien que la note se concentre sur les bases de données pour montrer la mise en place des frais, c'est que les coopérations ont des transactions sans comparaison. Donc, pour la réunion de Nairobi, c'est très important de rappeler aux négociateurs qu'il faut régler le système et pas seulement gérer les conséquences. C'est comme ça que nous allons passer au litige, à la résolution des litiges. Il faut une transparence dans le système mondial et nous espérons que ce qui est proposé dans le protocole 2 euh, pourra bénéficier des discussions fructueuses et que les négociateurs ne vont pas seulement voir les résultats des négociations, mais seront plus ambitieux pour tous. Je vais maintenant passer la parole à Luis Moreno. Il va parler espagnol. Donc, si vous voulez l'entendre, vous serez obligé de passer à- au canal. Je vais donc parler euh, espagnol. Merci, merci Luis. Je comprends bien que la plupart des gens, donnez-moi une minute pour retrouver le canal. Donc, je vais vous poser la question en espagnol. Oui. Pour la société civile, nous avons eu des campagnes et des actions partout dans le monde pour réaliser la création de ce processus pendant des années. Nous avons participé aux conversations, termes de référence l'année dernière et les sessions de négociation. Donc, je voulais vous demander qu'est-ce que vous comprenez de la perspective de l'Amérique latine, de ce processus? Euh, comment a été l'engagement et qu'est-ce que nous devons s'attendre à la session de Nairobi pour la société civile? Merci, merci Thomas. Et je voudrais dire bonjour à tous, mais je pense que le rôle joué par la société civile pendant des années
dans ce processus a été très important et nous avons eu du travail très dur, des moments de mobilisation, de plaidoyer, de recherche et, et des défis pour avoir ce processus que nous avons actuellement. Euh, Nous avons fait beaucoup de travail à travers lequel l'évolution, à travers les années, en ce qui concerne ce processus, ont impliqué pas seulement les organisations qui travaillent dans les espaces de la justice, mais aussi un espace plus large où se trouvent plusieurs organisations, des mouvements régionaux et d'autres des mouvements pour les droits de l'homme, pour l'égalité de genre, des changements climatiques et toutes les industries dans le domaine de l'énergie qui ont eu un impact négatif sur l'environnement. Voilà le travail de la société civile. Et depuis sa mise en œuvre, et maintenant avec la Convention, c'est très important et fondamental pour nous de d'aller vers la société civile parce que la société civile est un agent d'amélioration. Le rôle de la société civile, je peux dire, a été crucial pour de différentes raisons. Nous l'avons déjà dit pendant la présentation, les différentes présentations, certains aspects importants. Par exemple, la question du système fiscal obsolète et puis surtout les pays du Sud euh, et le manque de ressources. Euh, le rôle de la société civile a été importante parce que c'est d'abord dans le plaidoyer pour la justice fiscale et apporte la légitimité dans le système. Et puis le fait que les gens des pays du Sud ont connu l'évasion fiscale et il y a beaucoup qui se passe. Euh, et puis, de, de notre côté, avec tout ce qui a été fait, mais nous l'avons entendu, nous l'avons vu, euh, il y a la question euh, d'aide, il y a beaucoup d'expérience technique et surtout la connexion avec les implications des politiques publiques, euh, les connaissances euh, qui ont été abordées sont cruciaux et aussi crucial aussi pour les gouvernements, c'est la possibilité d'option euh, au-delà, et comme cela a été dit dans les objectifs, euh, actuellement, il y a le besoin d'avoir un système transparent qui serait équitable pour le développement durable. Nous avons besoin de changer les règles fiscales pour tous qui se trouvent dans des conditions similaires. Et donc, la contribution que fait la société civile est très importante parce que comme ça, les gouvernements sont mieux préparés pour répondre aux réalités dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Et donc, euh, avec la convention, cela sera renforcé. Il y a la question de responsabilité aussi.
parce que la société civile a joué le rôle de surveillance pour assurer la responsabilité des gouvernements euh, dans leur rôle et puis aussi l'engagement de la société civile assure la transparence parce que euh, avec le développement, l'élaboration de cette convention, je pense qu'il devrait y avoir une diffusion assez large des discussions et comprenant aussi les contributions des participants à ce processus, euh, puisque l'ONU prévoit euh, propose un alignement avec les objectifs et les principes et devrait donc être abordé dans cette convention. Donc, à travers ce cadre, je pense que la société civile devrait continuer leur fonction à travers l'articulation et la mobilisation sociale à travers les différentes unions et mouvements sociaux, mouvements régionaux pour communiquer les différentes idées et puis communiquer aussi et participer activement dans l'élaboration de cette convention. Et parce que le rôle de la société civile est soutenu par le mandat de l'Assemblée générale de l'ONU, les négociations de la Convention, par exemple. Et donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais m'arrêter là. Merci, merci beaucoup. Nous allons euh, donc reprendre la discussion sur le canal anglais. Donc, très bien. Vous avez montré comment ce processus a été avancé et donc la pertinence de nos interventions. Cela n'allait pas être possible sans l'organisation des pays du Sud, le secrétariat euh, et euh, Justice Asie et nos autres membres. Donc, je propose maintenant d'avoir une deuxième tour de questions pour que nous puissions mieux comprendre la position. Euh, Evaline, si vous êtes là, euh, je voudrais qu'on puisse voir le travail régional. Sinon, je vais passer à Ginny. Si vous pouvez allumer votre vidéo, je vais vous inviter. Ginny. Ginny? Oui. Donc, les questions régionales. Beaucoup de pays asiatiques euh, voudraient être intégrés dans ce processus. Comment est-ce que vous voyez l'engagement maintenant et d'après vous, quelles sont les priorités? Merci pour la question. C'est pas tous les 8 pays asiatiques qui ont voté comme le Japon, mais nous savons qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui poussent les gouvernements. Mais les gouvernements et les gens de l'Asie devraient comprendre notre part dans cette convention parce que cela pourrait être un outil vital pour s'adresser aux problèmes de l'Asie, des inégalités qui mènent au mécontentement. Comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de manifestations de violence sociale en Indonésie,
Euh, et comme nous disons presque au niveau quotidien. Et la question centrale, c'est la question de la finance publique, son utilisation, partage. Il y a les problèmes de dette, les abus fiscaux, problèmes de corruption, problèmes des systèmes fiscaux qui datent de l'ère colonialiste, la pratique euh, des préjugés de genre et puis euh, le rôle du système fiscal qui devrait faciliter la justice fiscale et puis la question de transfert de richesses du sud vers le nord. Donc, les gens des pays asiatiques ont remarqué cela. Et voilà, donc, pourquoi ces gens devraient s'impliquer dans ce processus de la mise en place de cette convention fiscale de l'ONU. La société civile a un rôle très important à jouer dans ce processus pour renforcer la solidarité entre les pays du Sud mondial, parce que c'est le moment, c'est l'opportunité de faire entendre nos intérêts et parce que les gens de ces pays du Sud ont connu les conséquences des injustices historiques et un système fautif fiscal et qui devrait être transformé. Voilà ce que j'avais à dire à Thomas. Merci. Merci, Ginny. Euh, j'ai Quand j'étais journaliste, je comprends bien ce que vous voulez dire. Il y a l'intérêt des médias qui aimeraient suivre ce processus et notre intérêt en tant que société civile est là. Merci beaucoup pour cette perspective de votre région. Je vais donc maintenant euh, donner la parole à Louise. Et on va encore une fois reprendre le, la- le canal espagnol. Donc, le rôle des pays de l'Amérique latine dans ce processus au passé et dans la situation actuelle. Euh, je voudrais savoir ce que pourrait être l'effet de la transformation politique sur la région. Comment est-ce qu'on va pousser pour ces négociations au niveau de l'ONU? Merci beaucoup pour cette question. Je vais reprendre ce qui a été dit par Ginny dans son intervention et le besoin aussi d'essayer de d'aborder les conséquences actuelles dans nos pays. Dans le cas de l'Amérique latine, il y a une grande flux de ressources et, et environ 7% de PIB de la région, qui est assez important, surtout dans un contexte de pauvreté extrême est à 30%. La formalité et les gens qui se trouvent dans le système formel s'élèvent à 60%, alors que l'application des politiques fiscales euh, ne montre pas cela. Il y a Et même quand il y a des ajustements, mesures d'austérité, il y a toujours des problèmes.
Donc, dans ce cadre dont nous avons parlé, le rôle de la politique fiscale est important et, et toutes les politiques publiques. Alors, ce qu'on fait en Amérique latine sur ce processus, comme nous l'avons dit, cela nous donne l'opportunité de nous, nous permet d'aborder cette question en Amérique latine. Les pays ont eu, euh, il y a quelques années, le système fiscal en Amérique latine n'a, a été vu de point de vue politique et il y a des problèmes euh, que confrontent les pays et qui sont articulés et qui ont été revus. Et là, on voit que c'est urgent de voir, d'aborder ces défis, ces problèmes, par exemple au niveau de la fiscalité environnementale. Il y a aussi l'engagement de la société civile qui contribue à ce débat. Et dans ce cadre, ce que nous voulons, c'est de voir d'une façon ou d'une autre des positions conjointes, comment avancer et aborder les défis de la région et essayer de voir, par exemple, et multiplier, euh, par exemple, ce que l'Union africaine représente pour l'Afrique. Il y a des processus régionaux en Afrique. Ce sont des exemples, des idées que nous avons vues et qu'on pourrait multiplier ou appliquer en Amérique latine. Actuellement, euh, ce, ce défi euh, a été adressé. Il y a eu un mouvement euh, et une organisation d'un effort régional pour aborder les défis de l'évasion fiscale et les, les éléments importants, euh, l'imposition sur les richesses, les propositions, la possibilité d'incitation, euh, et puis l'impact de, sur le développement. Il y a eu des propositions, euh, et même s'il y a des efforts pour s'adresser à ce problème, l'articulation elle-même prendra du temps. J'ai l'impression personnellement qu'à travers les réunions qu'on aura pendant le processus de cette convention, j'espère que les demandes et les problèmes seront clairs à travers l'articulation régionale, parce qu'avec les propositions régionales sur ce sujet, je pense que c'est important de dire aussi que le rôle de la société civile régionale qui fait partie du conseil de coordination devrait contribuer ces propositions. Et l'une des demandes les plus importantes qui a été soulevée est le besoin de systèmes fiscaux progressifs et liés à la question de genre, qui est une question, un élément important, euh, qui est très important au Brésil. Nous avons beaucoup de défis dans la région, l'articulation
commence et nous espérons que toutes les demandes pourront être articulées, mais il y a aussi le besoin de continuer à plaider au niveau interne et au niveau régional pour que ce soit possible. Merci. Voilà, nous allons donc reprendre le canal euh, anglais. J'espère qu'Evaline est là. Evaline, est-ce que vous êtes là? Nous voulons vous entendre. Voilà, vous êtes là. Evaline, vous avez la parole. J'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. Donc, vous êtes, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe en Afrique? Parce que nous savons que le groupe africain a géré le processus dès le début. Donc, est-ce qu'il y a eu des changements dans le positionnement du groupe africain? Comment est-ce que vous voyez l'engagement de ce groupe? Je suis très enthousiaste euh, pour les négociations de Nairobi. Pour tous ceux qui ont été impliqués dans l'élaboration des termes de référence, le mouvement vers Nairobi était un effort pour assurer que non seulement le résultat de la convention soit inclusif, mais aussi le fait que le processus de son élaboration soit inclusif. Donc, pour la première fois, nous aurons ces négociations dans le sud, sur la terre africaine, et je vous souhaite la bienvenue à Nairobi, donc à partir de la semaine prochaine. Je crois que les sentiments de l'Afrique ont été clairs. Le fait que nous voulons voir la question des inégalités des systèmes fiscaux, le fait que cela n'a jamais fonctionné pour les pays du Sud, surtout l'Afrique. Nous voulons parler de la question des flux illicites financiers et pendant les négociations cette année, la résolution du groupe africain est restée la même. Nous avons voulu montrer comment nous voulons sauvegarder ces dispositions et vous allez voir que l'engagement pour le groupe africain était sur la justice et nous voulons avoir un engagement qui spécifique partout où il y aura des activités. Euh, le pays où euh, l'État aura le, le droit à l'imposition là où il y a cette activité économique et surtout là où nous pouvons voir que les entreprises multinationales sont capables d'entreprendre les activités économiques sans payer des taxes, surtout là où, avec les systèmes existants. Et puis, l'autre question est sur les flux financiers illicites. Mais pour le groupe africain, nous voulons voir aussi comment nous pouvons nous s'adresser à la question des flux euh, financiers et nous voulons, par exemple, l'établissement de rapports pour chaque pays. Nous voulons revoir les normes existantes et nous voulons voir comment adhérer à ces normes tout en essayant de voir les cadres
de données en place. Nous voulons aussi voir la, l'échange d'informations, la soumission des rapports par les différents pays. Comme vous avez vu, les pays africains ont été consistants, même avant 2024, quand on a négocié les termes de référence, ce que nous voulons avoir du cadre euh, de la Convention. Euh, parce que ce qui manque, c'est le soutien politique des pays, surtout du Nord. Donc, nous arrivons à la fin avec un défi. J'espère que cela restera un défi pour nous. Donc, pour le moment, notre position est que nous ne voulons pas l'arbitrage et l'ironie dans tout cela, c'est que euh, les victimes les plus grandes du système de résolution, euh, ceux qui ont beaucoup perdu sont les pays européens et les pays du Nord en général. Et euh, n'importe qui peut vous dire qu'ils ne jouissent pas ils ne veulent pas perdre leur souveraineté à travers les processus d'arbitrage. Et puis, nous avons remarqué que nous n'avons pas le soutien des pays du Nord pour la mise en place d'un arbitrage mandataire. Je pense que nous sommes toujours sur la question de soutien politique. Nous avons besoin du soutien des pays du Nord pour pouvoir, pour avoir des dispositions ambitieuses dans la Convention. Nous devons faire attention de ne pas réduire l'ambition initiale que nous avions. Nous devons éviter de compromettre parce que compromettre pour garder la situation telle qu'elle est et surtout une situation qui ne fonctionne pas pour l'Afrique. Je pense que nous devons mener du plaidoyer honnête. Je sais que à mon avis, si on regarde les pays qui perdent, même si on utilisait l'intelligence artificielle, ce n'est pas les pays africains, ce n'est pas les pays de l'Amérique latine qui perdent. Donc, c'est ma question que je pose à la société civile. Euh, Qu'est-ce que nous faisons qui ne marche pas? Euh, Qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce que nous devons revoir nos stratégies de plaidoyer? Pourquoi est-ce que l'Allemagne, qui connaît les conséquences de l'AIS, euh, se trouve pourquoi est-ce que malgré tout, ils sont obligés de céder leur souveraineté? Qu'est-ce qu'on doit faire en Allemagne pour euh, s'écarter de l'arbitrage mandataire? Je pense que cela devrait faire l'objet de discussions. Nous devons, je pense que cela euh, sera dominant dans nos discussions. J'espère que lors de la réunion de Nairobi, nous allons en discuter, mais je vais m'arrêter sur un point positif. Je pense que en tant que société civile, nous devons être ambitieux, nous devons euh, procéder avec les vagues de ces négociations
ou de cette convention, nous devons soutenir le groupe d'Afrique. Nous devons aussi réfléchir pour savoir ce que nous pouvons faire pour que mon pays, quel que soit ce pays, signe un instrument euh, pertinent. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes en train de trouver un instrument multilatéral. Qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que la France, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Brésil signent un instrument qui soutient les mesures ex- euh, progressives? Euh, il faut assurer que tous les concernés jouent leur rôle. Donc, nous devons nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout le monde joue leur rôle et qu'est-ce que nous faisons pour avoir le soutien au niveau national et au niveau régional. Parce que le groupe africain a été consistant dès le début pour montrer ce qu'il nous faut dans ce processus. Mais je pense qu'il faut penser à la bénéfice de tous les autres pays. Excusez-moi, Thomas, j'ai pris beaucoup de temps. Merci, merci pour votre enthousiasme. Nous avons une toute dernière question sur ce qui se passe en Europe et dans le nord mondial qui n'a pas voulu avancer ou faire avancer ce processus. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la position des régions, les différents positionnements en Europe et dans le nord mondial? Si vous pouvez prendre une minute pour partager avec nous ce qui se passe selon les, euh, les négociations. Merci, merci beaucoup. Je pense que ce que j'ai à dire, c'est que nous devons vraiment suivre l'encouragement d'Evaline. Oui, les États-Unis n'est pas représenté et parce que euh, il fait ce qu'il veut. Donc, en ce qui concerne ce processus, l'ONU ne permet pas aux États-Unis à, à participer dans l'élaboration de cette convention. Euh, le reste du monde se met d'accord et puis les États-Unis arrivent après. Donc, nous, nous avons été contents de voir le départ de, de- des États-Unis parce que normalement, ils dominent les négociations et ne vont pas suivre les règles. L'Union européenne n'est pas un seul groupe et là aussi, ils, euh, ils prennent de l'argent des autres pays du Nord. Et puis, donc, les autres pays ont beaucoup plus en commun avec les autres pays du monde. Euh, il y a des pays, par exemple, les Pays-Bas, l'Irlande, nous avons la Suisse, et nous commençons à voir que lors des négociations, l'Union européenne ne négocie pas en tant que groupe. Et puis nous avons quelques pays aussi qui n'ont pas de siège, qui ont des intérêts
l'allocation des droits fiscaux. Et donc, en Europe centrale, en Europe orientale, il y a des pays qui ont beaucoup plus en commun avec les pays du Sud que de l'Europe de l'Ouest. Et, et puis, on commence de parler des... je crois que c'est le bon moment pour nous de nous engager avec eux et de parler, de les rappeler euh, que de parler de, du développement durable, la fiscalité pour le, le développement euh, durable. Oui, la position, ce n'est pas très clair et il y a même le risque d'évasion fiscale. euh, et la discussion suivante euh, est importante, mais si nous faisons une transition vers les bénéfices mondiaux et puis avoir une allocation, il y aura un nouveau système. Et là, on sera obligé de voir de différentes structures. Ceci est très technique, mais c'est que nous soutenons des réformes et nous devons donc soutenir les pays, voir ce que font les entreprises et voir l'impact des différentes allocations. Et puis, la dernière question sur les droits de l'homme, c'est par rapport euh, à la position de la société civile qui est liée au développement durable, qui devrait comprendre un engagement où l'engagement soutient le développement durable, qui comprend également les obligations vers les droits de l'homme et la protection sociale et les droits des personnes handicapées. Donc, nous essayons de lier cette convention à l'agenda plus important du développement durable. Voilà donc ma réponse à cette question sur le développement durable. Cela comprend les industries, mais il y avait aussi une question sur la, la, les taxes sur les industries euh, qui créent la pollution. Il fallait voir la question de l'engagement mondial et nous sommes certains que le système fiscal devrait euh, voir ces différentes questions, comprendre ces différentes questions. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir fait ces commentaires pour clôturer le webinaire. Euh, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions qui ont été posées. Nous pensons que nos questions étaient très bonnes. Malheureusement, nous n'avons pas euh, de temps. Euh, Nous avons pris note. Nous allons essayer de répondre à ces questions pendant d'autres occasions. Euh, Nous apprécions le temps que vous avez consacré à ce webinaire. Nous savons que c'est encore très tôt euh, dans le processus qui se termine en 2027. Donc, la session de Nairobi est très importante. Les sociétés civiles ont été mobilisées,
nous serons à plus de 100 à Nairobi, environ 100 à Nairobi. Et donc, n'oubliez pas les mises à jour. Restons en contact. Merci à tous. Merci les interprètes, tous les participants. Euh, non, donc, on se retrouve à Nairobi. Merci, merci beaucoup.